BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, décision attendue à 13h45. Ce sera suivi comme chaque fois du discours de Christine Lagarde. Que faut-il en attendre? On va en parler avec Valérie Plagnol, économiste. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphane. D'abord un mot sur la situation sanitaire. Est-ce qu'à votre avis, la percée du variant Delta va marquer le discours de Christine Lagarde? Est-ce qu'elle a des raisons de tempérer son discours? J'ai l'impression que le discours sera tempéré de toute façon parce qu'on a eu déjà des pré-annonces et des commentaires, notamment du vice-président, qui vont dans le sens véritablement d'une grande prudence, pour dire le moins. Mais effectivement, la montée et l'arrivée du variant Delta pose problème et inquiète les autorités. Donc je ne vois pas pourquoi la Banque centrale n'y prêterait pas attention. On est dans un contexte encore un petit peu compliqué, même si, et je regarde les statistiques au Royaume-Uni, il semble bien que le taux de vaccination et l'ampleur des campagnes de vaccination soient de nature à atténuer le risque d'hospitalisation massive et de cas très graves. Ça semble être le cas aujourd'hui. Je reste très prudente, mais en tout cas, c'est l'observation qu'on fait des statistiques actuelles. On comprend l'inquiétude sur le terrain sanitaire. En revanche, pour l'instant, sur le terrain économique, ce variant Delta, même s'il est extrêmement contagieux, ne pose pas d'inquiétude exagérée. Là encore, je vais reprendre le cas du Royaume-Uni parce qu'ils sont un peu en avance par rapport à nous. Et manifestement, Boris Johnson, bien que cas contact, a quand même réouvert l'activité, permis à l'activité de repartir complètement au Royaume-Uni. Nous-mêmes, nous avons des clusters qui se déclarent, mais en même temps, on voit bien que les gouvernants en Europe, parce que c'est un cas européen, en France également, cherchent à temporiser et nous sommes sur une phase d'activité et de reprise que marquent les indicateurs de confiance des ménages. Alors, les derniers indicateurs datent du mois de mai, juin, on commence à avoir quelques idées et on voit bien aussi que la reprise de l'activité s'est bien traduite par des dépenses supplémentaires et ma foi, nous sommes tous en train de penser aux vacances si nous n'y sommes pas déjà. Pour l'instant, la reprise en Europe, elle a surpris par sa vigueur, son dynamisme. On a des révisions à la hausse un peu partout sur les perspectives de croissance. On était vraiment porté par un rebond tiré là aussi par la demande de produits manufacturiers, par les exportations. Et de nouveau, on voit que les services repartent, les indices de confiance sont vraiment de très bonne qualité et en très bonne progression. À quelques heures du discours de Christine Lagarde, on va parler de la nouvelle stratégie de la BCE. Christine Lagarde a annoncé la semaine dernière qu'elle était prête à laisser l'inflation dépasser les 2% temporairement. Ça rappelle un petit peu la communication de la Réserve fédérale américaine. Oui, ça la rappelle un peu. Alors, revenons dans le contexte purement européen. Juste, je vais parler un peu technique, mais en même temps, ça ne l'est pas très technique. L'objectif de la Banque centrale européenne jusqu'à présent, c'était on tangente vers les 2%, mais on est un petit peu en dessous. Bon, maintenant, on dit c'est 2% de manière symétrique, c'est-à-dire soit on est au-dessus et on veut aller vers 2%, soit on est en dessous et il faut remonter vers 2%. Donc, il y a un petit peu la notion de symétrie qui a été introduite, qui bien sûr est la conséquence de la situation récente où effectivement les taux d'inflation en zone euro étaient bien inférieurs à ce fameux objectif. Et on le voit encore, l'Europe effectivement, alors ça ressemble énormément aux objectifs de la Fed. Historiquement, j'aurais tendance à penser que la Fed a été plus tardive que la Banque centrale européenne pour exprimer un objectif, mais elle a été effectivement depuis l'année dernière dans cette espèce d'explication d'objectifs plus souples et la BCE est dans le même contexte. On rappelle, la Fed fonctionne maintenant sur une moyenne d'inflation sur une période qui, elle, n'a pas été précisée. L'inflation en Europe, est-ce qu'elle sera limitée ou est-ce qu'on a quand même des facteurs qui pointent en faveur d'une inflation qui pourrait se poursuivre? Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne connaisse pas effectivement des remontées des prix finaux notamment, parce que l'Europe, comme partout, subit la hausse des prix de l'énergie. En plus, à un moment où l'euro s'est légèrement affaibli, donc ça pèse sur nos prix à l'importation. Et effectivement, la reprise, les tensions qui peuvent se produire
mais de manière quand même encore assez sectorielle, assez parcellaire, sur le marché du travail, devrait amener ces mêmes pressions. Franchement, aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes cadres, puisque l'inflation moyenne reste inférieure à 2% sur l'ensemble des prix. Mais il y a aussi une volonté de doctrine de changer un petit peu la donne sur la composition de cet indicateur, en prenant notamment en compte les prix de l'immobilier résidentiel. Bon, tout ça va un petit peu changer la donne sur une évaluation globale, et on sent quand même qu'il y a eu débat à l'intérieur de la Banque Centrale Européenne autour de cette notion. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette réunion sur le tapering, c'est-à-dire la normalisation progressive de la politique monétaire? Franchement, je ne pense pas que ça soit le bon moment, et moi j'en attends rien en tout cas. Au contraire, plutôt la confirmation qu'on va continuer pour l'instant les politiques d'urgence d'achat d'actifs dans un contexte, effectivement, vous l'avez dit, assez incertain pour la rentrée, c'est-à-dire l'impact du variant et le risque dans des pays européens qui sont quand même à des niveaux de vaccination moindres que ceux qu'ont atteint le Royaume-Uni notamment, le risque d'avoir véritablement des interruptions d'activité liées à de nouveau un retour nécessaire de confinement et autres. Donc ça reste un risque. Je ne pense pas que le moment soit encore opportun pour que la BCE change son plan et son point de vue. La BCE également garde un œil sur les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux entre la référence qui est donc le Bund allemand et les taux des pays d'Europe du Sud, pour ne pas les nommer. Où est-ce qu'on en est des spreads d'abord aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a un risque d'écartement comme on avait connu après la crise des subprimes? Alors, vous pouvez inclure la France, même si effectivement l'écart en absolu est très faible, mais il a été plus faible. Et en fait, effectivement, depuis le printemps, depuis le mois d'avril, on s'est légèrement écarté à nouveau. Alors vous allez me dire, c'est un étiage à 30 points de base. L'Italie, c'est plus problématique, on est à plus de 100 points de base au-dessus du Bund allemand. Alors ça reste à des niveaux très acceptables aujourd'hui. Là pour le coup on regarde les niveaux absolus, puisque vous le savez, les taux d'intérêt à long terme français sont revenus en territoire négatif. Les taux italiens sont quand même très bas, ils sont même inférieurs aux taux américains. Donc aujourd'hui je ne pense pas que ça soit une préoccupation immédiate, mais c'est vrai que c'est certainement quelque chose qui est observé. On n'est pas dans des mouvements qui semblent extrêmement inquiétants à ce stade. On a déjà eu l'occasion d'en parler tous les deux sur cette antenne. On a l'impression que les banques centrales et la BCE en particulier ont hypothéqué une partie de leur pouvoir pendant cette crise. Aujourd'hui, les banques centrales doivent prendre en compte l'endettement des États et, pour l'Europe, les écarts de taux. Est-ce que la crise n'a pas réduit les marges de manœuvre de la BCE? De ce point de vue, la pandémie, et c'est vrai que nous en avons parlé, a été un accélérateur. Rappelez-vous, la tendance date déjà de la crise de l'euro. Ça a permis dans un premier temps, et de ce point de vue, c'était une bonne chose, ça a permis à la Banque centrale, parce qu'elle avait, j'allais dire, le corpus presque philosophique, enfin politique, réglementaire, organisationnel préparé, d'agir extrêmement vite et extrêmement fort et de manière très efficace. Mais il est clair que l'augmentation, la taille des bilans des banques centrales a augmenté depuis la crise de 2008, la crise des subprimes, la crise de l'euro, et ça crée une situation de codépendance qui effectivement est inquiétante. Et on ne voit pas très bien à court terme comment on va sortir de cette situation dans la mesure où effectivement l'impact de la pandémie, c'est un endettement supplémentaire de l'ensemble de ces États. À suivre donc sur notre antenne, la décision de la Banque Centrale Européenne, ce sera tout à l'heure à 13h45, suivi quelques minutes après du discours de Christine Lagarde. J'aimerais qu'on parle d'une autre actualité, Valérie. Ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils démarrent demain. Vous connaissez très bien l'Asie. Comment est-ce que le Japon a traversé cette crise sanitaire et où est-ce que le Japon en est aujourd'hui dans sa reprise? Si je puis vous dire, j'aimerais bien y être au Japon, mais malheureusement les frontières sont fermées. Compliqué. Mais en fait, c'est un cas d'école assez intéressant parce que le Japon, comme la Corée, comme l'Australie, on le voit, n'a pas subi de façon massive la pandémie. Il y a eu très peu de pertes. Le pays s'est fermé assez vite et le principe du zéro Covid a fonctionné. Malheureusement, pour des raisons qu'on s'explique pas très bien, il faut bien le dire, les politiques du coup se sont peut-être reposés sur ces lauriers-là et n'ont pas activé une politique de vaccination rapidement. Et je crois que le mécontentement de la population japonaise aujourd'hui à l'égard des Jeux Olympiques est lié à cette situation. Alors, il y a une phase de rattrapage. C'est-à-dire que là, depuis le mois d'avril-mai, on voit la courbe de vaccination augmenter assez vite au Japon. L'Australie est encore fermée et ça crée un mécontentement
phénoménal. Alors c'est vrai, il n'y a pas de cas, il y a très peu de malades, très peu de gens hospitalisés, mais il y a un mécontentement de la population terrible parce qu'ils ne sortent pas, ils sont encore face aux variants justement Delta en situation de devoir toujours se fermer et se protéger. Ce sont des Jeux Olympiques qui se dérouleront à huis clos et qui sont majoritairement rejetés par la population. Et je pense que cette protestation vient en fait de la faiblesse des politiques de ne pas avoir enclenché la politique de vaccination assez tôt. Donc les personnes, et on sait que c'est un pays vieillissant, les Japonais se sentent très menacés. Et d'ailleurs, on rapporte toujours après jour des cas d'infection au sein même des équipes olympiques. C'est un vrai risque. Merci beaucoup Valérie Plagnol d'être venue nous parler de la Banque Centrale Européenne et de partager avec nous cette passion pour l'Asie avec donc le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera demain et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler.